Bienvenue dans Le Goût des Maîtres, le podcast de la clinique du droit des affaires. Découvrez des échanges authentiques et spontanés entre étudiants et maîtres en la matière. Bonjour maître. Bonjour. Bienvenue dans Le Goût des Maîtres, le podcast de la clinique du droit des affaires. Nous recevons aujourd'hui maître Jean-Michel Darrois. Merci de nous faire l'honneur de votre présence. Je vais directement commencer avec la question traditionnelle de nos épisodes. Maître, qui sont vos maîtres ? Alors, d'abord, celui qui a été mon patron. Il était un avocat qui s'appelait Bernard Dupré, qui avait prêté serment plus de 40 ans et qui s'est emparé très tôt, avant les autres avocats, je pense, du droit pénal financier et du droit fiscal. Et donc je suis resté avec lui pendant 7 ans. Et il m'a appris les rapports avec les clients, la rédaction de conclusions qu'il faisait de manière très élégante. C'est le premier avocat qui reliait ses conclusions. Et puis aussi, à l'époque, les rapports ouverts, limpides avec les magistrats, ce qui n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui, mais peut-être on y reviendra. Puis, étant justement spécialisé dans des domaines qui étaient peu connus à l'époque, les avocats, lorsque j'ai quitté mon maître, j'ai pu travailler avec d'autres avocats qui connaissaient mal donc ces matières, comme Roland Dumas, Paul Lombard, un avocat qui s'appelait Pierre Hébé, qui était très spécialisé dans les arts et les artistes. Voilà, et puis après je me suis dit qu'il fallait faire sa propre personnalité en s'inspirant des précédentes. Vous exercez la profession d'avocat depuis presque 50 ans. Vous l'avez vu évoluer tout au long de votre carrière. Rétrospectivement, si aujourd'hui vous étiez étudiant en droit, pourquoi ne deviendriez-vous pas avocat ? Si je devais choisir, sans doute je choisirais d'être archéologue, parce qu'au fond le métier d'avocat d'abord a changé, et puis ensuite c'est un métier dans lequel on est toujours dans la précipitation, dans l'urgence, dans la pression, parfois dans l'adversité ou même la guerre. Les avocats sont des guerriers, alors que l'archéologie, on se penche sur le passé, c'est beaucoup plus lent, on a le temps de réfléchir. Est-ce que j'hésiterais à être avocat et pourquoi ? Évidemment, les choses ont changé, elles sont aujourd'hui, je crois, beaucoup plus techniques. Les audiences, qui étaient pour nous un moment exceptionnel, vertigineux, aujourd'hui se rétrécissent, notamment en matière de droit des affaires. Les tensions avec les magistrats rendent l'exercice plus difficile. Et je crois qu'on est dans une période de grands changements, probablement, avec en plus l'intervention de toutes les technologies nouvelles qui vont sans doute réorienter le travail des avocats et probablement qu'à l'avenir, en dehors de compétences techniques très, très élaborées, et je trouve qu'aujourd'hui les étudiants en droit sont très savants, plus savants qu'on ne l'était à l'époque. Ce que les clients vont demander à l'avenir aux avocats, je pense, c'est des capacités de jugement. C'est-à-dire prendre justement un peu de distance et leur donner un conseil plus global, un simple conseil technique. Et surtout que les procédures, les méthodes, les voies qu'on peut conseiller à un client doivent être adaptées à sa psychologie. On ne peut pas, je crois, disons dans une affaire de succession, conseiller de la même façon quelqu'un qui a une forte personnalité ou quelqu'un qui est timide. Il faut dans un cas plutôt adoucir l'un et dans l'autre cas plutôt renforcer l'autre. Donc voilà, le jugement sera important. Et comment acquérir du jugement ? Alors, il y en a certains qui ont des capacités naturelles. Et puis ensuite, c'est sans doute en justement travaillant sur des dossiers. Et là, peut-être qu'il y aura une difficulté parce que les travaux qui vous seront confiés encore à vous quand vous serez un jeune avocat, c'est-à-dire des travaux assez ennuyeux,
plonger dans les dossiers, dans les jurisprudences, dans les précédents, de lire des volumes et des volumes de dossiers. Il est probable que dans quelques années, ça sera fait par des robots. Donc la difficulté pour les cabinets d'avocats, pour vous former, ce sera que vous n'aurez plus ces tâches à accomplir. Donc je laisse à mes successeurs le soin de savoir comment ils feront. Vous avez rapidement évoqué le rapport avec les magistrats, notamment, c'est une des grandes évolutions du métier. Est-ce que vous voulez dire 2 mots sur ce sujet, sur quel est l'impact de la relation et de l'évolution de cette relation entre magistrats et avocats? Oui, bien sûr. D'abord, on a tendance toujours à uniformiser les réflexions par des avocats et des magistrats. Tout ça, ce sont des hommes et des femmes différents. Donc il y a encore des magistrats avec lesquels les rapports sont fluides, chacun restant dans son rôle. Et ces magistrats admettent que l'élaboration d'une décision, que ce soit une décision rendue par le tribunal, que ce soit une médiation, c'est une œuvre commune. Même entre l'avocat et le magistrat devant uniquement apprécier les moyens, les demandes soulevées par l'avocat. Mais dans certains domaines, qui sont surtout les domaines médiatiques, il est évident que malheureusement, les rapports sont tendus et les responsabilités sont partagées. Les magistrats n'ont aucune confiance dans les avocats. Les avocats n'ont pas confiance dans les magistrats. C'était, je ne sais plus qui, peut-être Maurice Garçon, qui disait un président de tribunal, vous avez tout mon respect mais pas ma confiance. Et donc, dans ces conditions, les choses sont difficiles. Il faudrait sans doute qu'à l'école de la magistrature, on apprenne davantage aux magistrats à respecter les avocats et ne pas les considérer comme juste des empêcheurs de tourner en rond, et apprendre aux avocats à respecter les magistrats, dont le métier est évidemment un métier souvent extrêmement difficile, comme on l'a vu dans ces tribunes publiées par des magistrats, des juges qui regrettent de ne pas pouvoir rendre une bonne justice parce qu'ils n'en ont pas les moyens, parce qu'ils n'en ont pas le temps. Donc sans doute faudrait-il des formations communes, bien sûr des moyens à trouver, des colloques, des réunions entre les ordres et les chefs de juridiction plus nombreuses qu'aujourd'hui. Et c'est indispensable, sinon la justice ne sera pas mieux rendue, et donc les justiciables, c'est-à-dire les citoyens, ne recourront pas confiance dans la justice. Si on ne fait pas confiance à sa justice, c'est quand même une des institutions démocratiques les plus essentielles qui serait fragilisée, et de ce fait, la démocratie elle-même le serait. Vous avez fait mention des affaires médiatiques. Quelle est celle qui vous a marqué, l'affaire, qu'elle soit médiatique ou non d'ailleurs, au long de votre carrière? L'affaire qui m'a le plus marqué, c'était la défense de Laurent Fabius dans l'affaire du Sans-Fontaine. D'abord parce que Laurent Fabius est un ami très, très proche, et ensuite parce que cette accusation était absolument infamante, construite sur du sable. Au cours de l'audience, d'ailleurs, le parquet avait dû l'admettre. Un exemple. Dans le dossier figurait une note qui aujourd'hui peut apparaître absolument incompréhensible, puisque à l'époque où cette note a été élaborée, on pensait qu'il y aurait, les scientifiques pensaient qu'il y aurait à peu près 3 morts par an du sida. C'était dans les années 84-85. Et il était apparu à Fabius nécessaire de faire procéder à des dépistages lors des prélèvements de sang. Dans cette note, il était calculé le montant pour la sécurité sociale de ce dépistage. Et c'était, je crois, un souvenir de 300 millions de francs à l'époque. Et donc, quelqu'un, en marge, avait écrit 300 millions pour, je dis 3 personnes, c'est peut-être 6. C'est quand même très cher, il vaudrait peut-être mieux améliorer l'état des routes. Et donc on a montré cette note à Fabius, et Fabius a dit, c'est pas moi qui ai signé ça.
Les juges ne l'ont pas cru. Ils ont fait nommer un premier expert qui a dit c'est pas lui, un deuxième expert qui a dit c'est pas lui. Une personne a dit c'est moi. À l'époque, je pensais ça, sur des bases scientifiques inexactes, mais j'assume, c'est moi qui l'ai écrit. Et bien néanmoins, dans l'ordonnance de renvoi, il était dit que c'était Fabius qui l'avait écrit. Et donc, ça ne m'a pas donné confiance dans les juges d'instruction de la Cour de justice de la République. Nous souhaitons que ce podcast soit un moment d'échange, mais aussi de parole et pour vous permettre de vous exprimer sur les sujets qui vous tiennent à cœur. Aujourd'hui, si vous utilisez ce format comme une tribune, quel serait votre message aux étudiants en droit, à vos jeunes confrères ou à toute autre personne qui pourrait nous entendre? Écoutez, je pense que c'est surtout des étudiants en droit qui vont nous entendre. Et donc, ce que je peux leur dire, c'est que même si le métier change, qu'il est peut-être moins attirant qu'à l'époque où les avocats ne défendaient que des causes justes, la veuve et l'orphelin, la victime, le pauvre contre l'État, c'est un très beau métier. C'est un très beau métier, c'est un métier dans lequel vous aurez de grandes responsabilités, parce que quel que soit le problème qui vous est confié, que ce soit une question de liberté, que ce soit une question d'honneur, une question d'argent, une affaire de famille, c'est d'abord un grand honneur qu'on vous le confie, et c'est aussi une très grande responsabilité qui fait que vous devrez absolument faire passer l'intérêt de votre client, de votre cliente, avant toute autre considération. Même votre intérêt personnel, même l'intérêt de votre famille, c'est un cas très théorique, mais c'est la seule chose qui devra vous animer, c'est la défense de votre client. Vous évoquez cette profession comme une vocation, comme un métier que l'on exerce par passion. Personnellement, je vois le métier d'avocat comme l'opportunité d'exercer l'artisanat des lettres, si je puis dire. C'est un vrai métier dans lequel le compagnonnage a une vraie place. Si nous faisons une légère transition justement vers les lettres et l'art, quel est selon vous le lien presque fusionnel, j'ai envie de dire, qu'il y existe entre l'exercice de la profession d'avocat et l'art en général, les lettres, ou alors l'art pictural, sculptural, celui qui nous inspire le plus? Les liens se distendent. À l'époque justement où les plaidoiries avaient une importance essentielle dans le déroulement du procès, dans la décision de justice, il est évident que les avocats, les bons du moins, étaient des lettrés, des intellectuels. Ils disaient beaucoup, ils faisaient des citations. Il y avait un côté comédien qu'on retrouve encore chez certains de mes confrères. Mais aujourd'hui, les plaidoiries ont moins d'importance, sauf sans doute en matière pénale. Et donc cet aspect que vous disiez fusionnel devient plutôt un intérêt personnel. Par ailleurs, peut-être important, c'est sur l'écriture. Donc les écritures sont de plus en plus importantes. À l'époque, les conclusions étaient très brèves, les contrats aussi. Et donc, il est important aujourd'hui d'écrire clairement. Plus je vois de contrats, plus je lis des conclusions, et plus je constate que ces écritures deviennent confuses. Pourquoi ? Parce que, au fond, c'est le rythme et la construction de la phrase anglaise qui est en train de l'emporter. Et donc, c'est plus du français, c'est de l'anglais avec des mots français. Et donc, la littérature, sans doute, permettra, si vous lisez beaucoup de bons auteurs français ou de bonnes traductions d'auteurs étrangers, permettra d'améliorer les choses et de rendre vos conclusions ou vos contrats plus compréhensibles par ses lecteurs et notamment par les juges qui aujourd'hui se perdent dans ce fatras
chaotiques qu'on remet sur leur bureau. Pour conclure, je vais vous poser notre dernière question. Qui sont les confrères qui vous inspirent dans leur manière de pratiquer la profession, dans leur manière de la vivre? Qui sont-ils? Écoutez, je ne voudrais pas susciter de jalousie, mais il y a un certain nombre de pénalistes, qui justement, avec des méthodes différentes. Notre ex-confrère Dupond-Moretti avait sa façon de faire, d'autres ont des manières différentes, moins brutales. Ce que je pense, c'est que pour ceux qui vont s'orienter vers le droit des affaires, mais même au fond pour ceux qui feront du pénal ou du droit commercial, du droit civil, c'est un métier qui sera moins individualiste. C'est-à-dire qu'il vous faudra travailler en équipe. C'est pas toujours facile, parce que les caractères ne s'accommodent pas toujours, que les avocats sont des gens difficiles. Et s'ils ne le sont pas naturellement, ils le deviennent. Et donc, je pense qu'à l'avenir, les avocats qui réussiront le mieux, c'est ceux qui sauront travailler en équipe et s'imposer, être respectés à l'intérieur d'une équipe. Merci beaucoup, maître. C'était Le Goût des maîtres, le podcast de la clinique du droit des affaires,